Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Avec ses 9 heures de durée, ses thématiques dramatiques, La condition de l'homme est un monument du cinéma. Une œuvre exigeante et intimidante mais qui recèle une riche palette d'émotions et de réflexions sur la guerre et la difficulté à garder son humanité dans un tel contexte. La condition de l'homme, c'est l'œuvre d'une vie, celle du cinéaste Masaki Kobayashi, considéré comme un des grands maîtres du cinéma japonais. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la carrière du réalisateur et étudier ses thématiques principales. Dans les années 1950, la Shoshiku était un des studios majeurs de l'industrie cinématographique japonaise. Sa marque de fabrique était les mélodrames familiaux assurés par des cinéastes réputés et spécialistes du genre qu'étaient Yasujiro Ozu et autres Keisuke Kinoshita. En 1952, un nouveau cinéaste, disciple de Kinoshita, émergea au sein du studio. Son nom était Masaki Kobayashi. Le début de carrière de Kobayashi ne fut pourtant pas particulièrement remarquable. Le réalisateur se fondit dans le moule des productions du studio en mettant en scène à son tour des mélodrames typiques de la Shoshiku. Pendant 4 ans, il en réalisa 6, tous des films de qualité, mais qui peinèrent à se distinguer de la concurrence des auteurs les plus prestigieux dans ce registre, et dans lequel le cinéaste n'était qu'assez peu capable d'imprimer son identité. On isolera tout de même son premier long métrage, Cœur sincère, intégrant certains éléments biographiques à son récit, et son dernier, Je t'achèterai, proposant une vision au noir du monde du sport et plus généralement du nouveau capitalisme à la japonaise. Mais c'est quand il sortit du giron du studio qu'il fit sa marque comme un des cinéastes majeurs de sa génération. Le 7 décembre 1941, le Japon lança une attaque surprise sur la base américaine de Pearl Harbor. Pour le jeune Masaki Kobayashi, c'était un triste coup d'arrêt à sa carrière naissante dans le cinéma, lui qui avait commencé à peine quelques mois plus tôt en intégrant la Shoshiku. Il se retrouva mobilisé dans l'armée nippone et envoyé en Mandchourie. Il y passa 2 ans, puis fut transféré sur l'île de Miyakojima, dans l'archipel d'Okinawa, où il stationna jusqu'à la fin de la guerre. Bien qu'il n'eût pas à participer directement au combat, le conflit fut une épreuve pour le jeune pacifiste qu'était Kobayashi. Le spectre de la mort le hantait constamment. Il oscillait sans cesse entre profonde dépression et bouffée d'espoir. Il s'interrogeait régulièrement sur le sens de la vie et la notion de destin. Pour faire face à cet environnement hostile et augmenter ses chances de survie, Kobayashi se fit discret et travailla ardemment à renforcer sa résistance physique. Quand il finit par rentrer au pays en 1946, il retrouva la voie du cinéma interrompue par la guerre en retournant à la Shoshiku. Mais le jeune homme de 1946 n'était plus celui de 1941. Il portait en lui une haine profonde de la guerre et de l'armée, couplée avec un sentiment de culpabilité sur le fait d'y avoir survécu en s'y soumettant. Ces sentiments puissants nourrirent les œuvres parmi les plus marquantes de sa carrière. La guerre fut ainsi au cœur du premier film où Kobayashi s'affranchit de l'influence de la Shoshiku et sortit du registre du mélodrame. La pièce au mur épais, qu'il réalisa en 1953, mais que le studio ne sortit qu'en 1956, se basait sur les carnets de prisonniers de guerre de catégorie B et C dans la prison de Sugamo. Rappelons qu'après la défaite du Japon, les prisonniers de guerre furent classifiés de A à C, la catégorie B correspondant aux crimes de guerre et la C aux crimes contre l'humanité. Le film de Kobayashi suit leur quotidien dans l'attente de leur jugement. Le sujet était alors d'actualité. Le Japon avait retrouvé sa souveraineté d'avant et souhaitait en terminer avec les dernières conséquences du conflit. L'opinion publique oscillait constamment entre prise de conscience des actions liées à sa politique coloniale et guerrière et sentiment de victimisation. La pièce au mur épais est représentative de cette période, embrassant ces deux orientations contradictoires. D'un côté, certains soldats japonais sont montrés comme commettant des crimes qui les hantent. De l'autre, ils sont également montrés comme des victimes opprimées par des forces étrangères et dont les véritables responsables ont pour la plupart échappé aux mailles du filet et intégré la nouvelle société japonaise.
Reste que Kobayashi put ainsi commencer à illustrer le trauma de la guerre et la perte d'humanité qui en découle, via de puissantes visions où le talent cinématographique de l'auteur était évident. Une thématique au cœur de sa célèbre trilogie, produite 6 ans plus tard. La condition de l'homme est l'adaptation d'une série de livres écrits par Junpei Gomikawa et publiés entre 1956 et 1958. Énorme succès commercial, l'histoire raconte comment le jeune Kaji est enrôlé sous les drapeaux de l'armée impériale nippone et envoyé en Mandchourie. Le pacifiste doit constamment lutter pour respecter ses principes tout au long de la guerre. Ce récit est en partie autobiographique pour Junpei Gomikawa. Lui aussi était opposé à la guerre, mais fut obligé de s'y soumettre en intégrant l'armée et en étant stationné en Mandchourie. Son écriture fut une authentique catharsis pour l'auteur. Le parallèle avec le propre parcours de Masaki Kobayashi est évident, et il est finalement assez logique que le cinéaste ait voulu l'adapter pour pouvoir faire sa propre catharsis. Tatsuya Nakadai ne s'y trompa pas, puisqu'il s'inspira directement du réalisateur pour sa prestation en Kaji. La trilogie fut une entreprise monumentale pour Kobayashi. Il passa 4 années à travailler sans s'arrêter sur la condition humaine, tournant à Hokkaido, se substituant à la Mandchourie hors d'accès suite à la victoire des communistes en Chine, et dans les studios de la Shoshiku. Chacune des 3 parties prend une cible bien spécifique liée à la guerre. Dans la première partie, c'est le système d'exploitation des populations locales. Dans le second, il s'attaque directement à l'armée nippone. Le troisième élargit encore la problématique en dénonçant les actions similaires de l'Union soviétique. Chaque film fait se confronter Kaji à un dilemme moral déchirant. Comment traiter les travailleurs chinois de manière humaine tout en répondant aux exigences de la machine de guerre japonaise? Comment survivre au sein de l'armée japonaise et son système disciplinaire basé sur la violence? Comment concilier ces idéaux face à la réalité d'un système tout aussi cruel que celui contre lequel on s'est opposé? Ils trouvent leur climax émotionnel dans des séquences à la puissance cinématographique époustouflante, que ce soit l'exécution des travailleurs chinois dans le premier chapitre, ou l'attaque des chars soviétiques dans le second. Ces questionnements moraux au cœur du film sont illustrés avec un impressionnant sens de l'épique par Kobayashi. Il compose ses plans avec un soin maniaque afin de donner un maximum d'ampleur à son récit, inscrivant les personnages dans les paysages hostiles de la Mandchourie et usant à merveille de l'abondante figuration dont il dispose. Sa réalisation élégante et fluide parvient à toujours conserver l'équilibre approprié entre ces 2 facettes de son histoire, sa dimension morale centrée sur des personnages à la psychologie torturée et son sens du spectacle épique. Malgré les contraintes d'un tournage au Japon, le metteur en scène parvient à conférer un impressionnant réalisme à sa trilogie. Les paysages d'Hokkaido s'avèrent ainsi un bon substitut au nord de la Chine. Les costumes et décors de studio sentent le vécu et permettent d'ancrer définitivement l'histoire dans le réel. Le rapport à la Chine dans le cinéma japonais est souvent complexe, avec une tendance à la caricature quand il s'agit de montrer des personnages issus du grand voisin. Et si la condition de l'homme n'est pas totalement dénuée de cet aspect, les Chinois sont heureusement traités de manière respectueuse, comme des individus aussi importants que leurs alter-ego nippons. Tout au long des films, Kaji va évoluer. D'idéaliste indécis, il va progressivement s'endurcir, luttant pour rester fidèle à ses principes malgré des circonstances de plus en plus difficiles. De fait, il va régulièrement se compromettre et trahir ses principes pour assurer sa survie. Ce faisant, il perd à chaque fois une part de son humanité. Ce cheminement fait toute la richesse du film. Kaji n'est pas un héros sûr de lui et imperturbable. C'est un homme faillible dont les bonnes intentions ne suffisent pas à survivre moralement intact à ce conflit cruel. L'évolution psychologique et morale du personnage se double d'une évolution physique magistralement incarnée par Tatsuya Nakadai et dont on retrouvera l'esprit 30 ans plus tard dans un autre chef-d'œuvre du genre, qu'est le Requiem pour un massacre d'Elem Klimov. Pour Kobayashi, le message est clair. Personne ne ressort indemne de la guerre. Certainement pas Kaji, certainement pas Junpei Gomikawa, et certainement pas Masaki Kobayashi lui-même.
Si la condition de l'homme est l'œuvre de sa vie, Kobayashi continua régulièrement à traiter de la guerre et de ses conséquences par la suite. Ainsi, en 1968, il signa Pavane pour un homme brisé. On y suit un employé vieillissant dans le Japon des années 1960, s'interrogeant sur sa vie. Il retrouve par hasard son amour de jeunesse et l'officier qu'il a battu durant la guerre, occasionnant sa surdité partielle. Le film reprend le thème principal de la condition humaine, la difficulté à conserver son humanité dans un système et un environnement cruels, mais le met au goût du jour dans le cadre du Japon des années 1960. L'occasion de souligner le poids de la culpabilité ou, au contraire, l'absence de remords d'une partie de la population par rapport aux événements du conflit mondial, mais aussi de proposer un message d'espoir à travers les préoccupations d'une nouvelle génération et des valeurs simples d'entraide et de responsabilité. Une œuvre de grande qualité, mais qui semble avoir été oubliée au sein de la filmographie de Kobayashi. Il signa également une énorme série documentaire sur les procès de Tokyo, l'équivalent japonais des fameux procès de Nuremberg à la fin de la guerre. La question du poids d'un système niant à l'individu son humanité est également au cœur de deux des rares incursions du réalisateur dans le monde du Jidaigeki, les films en costume et de samouraï. Paradoxalement, ces deux œuvres sont parmi les plus célèbres de Kobayashi, donnant la fausse impression d'un réalisateur spécialisé dans ce registre. Ce trompe-l'œil tient probablement à l'impressionnante qualité des deux films en question. Le premier, Harakiri, est basé sur un script de Shinobu Hashimoto, fréquent collaborateur de Akira Kurosawa, puisqu'on lui doit les scénarios de Rashomon et des 7 samouraïs. Le scénariste élabora son histoire après avoir longuement étudié la pratique du seppuku, le célèbre suicide rituel. Le protagoniste principal est Tsugumo Anshiro, un ronin qui demande à pouvoir faire seppuku dans la propriété d'un seigneur mineur afin d'en terminer avec sa pauvreté. Ce dernier accepte sa requête. Mais avant de procéder, le ronin raconte la tragédie d'un autre samouraï déchu ayant fait une requête similaire. À travers l'histoire des deux ronins, Kobayashi met en accusation le célèbre code du Bushido. Celui-ci fut codifié durant l'ère Edo, sous la houlette des Tokugawa, afin de donner une légitimité idéologique à la nouvelle société. Par la suite, quand le gouvernement japonais se tourna vers le militarisme durant l'ère Showa, le Bushido fut à nouveau mis au goût du jour pour obtenir une obéissance aveugle du peuple japonais. C'est donc bien cette idéologie et le système qu'elle sous-tend, génératrice de cruauté et de déshumanisation, que Kobayashi attaque frontalement. Son implacable démonstration est rendue encore plus puissante par sa réalisation clinique d'une précision diabolique et l'intensité de l'interprétation, l'incontournable Tatsuya Nakadai en tête. 5 ans plus tard, Kobayashi revint à la charge sous l'égide de Toshiro Mifune, qui venait de créer sa propre société de production. À nouveau, sur la base d'un script de Shinobu Hashimoto, Rebellion retourne à l'ère Edo pour raconter l'histoire de Isaburo Sasahara, un samouraï estimé sur le point de prendre sa retraite. Le clan dont il dépend impose à son fils d'épouser la maîtresse déchue du seigneur. Malgré ses réserves, Sasahara s'exécute. Mais quand le même leader demande un peu plus tard à ce qu'elle revienne définitivement au palais, le samouraï décide de prendre les armes contre son clan. À nouveau, le cinéaste dénonce la loyauté à sens unique que les élites imposent à leurs sujets sous couvert d'idéologie. Tout comme Tsugumo Anshiro, l'injustice dont il est témoin pousse Isaburo Sasahara à prendre les armes et à s'opposer à un système qui nie l'humanité de ses membres. Dans les deux cas, c'est l'amour qui est mis en opposition à l'obéissance aveugle aux règles. L'amour de Chijiwa Motome pour sa famille qui le pousse au sacrifice ultime, l'amour de Isaburo Sasahara pour son fils et son épouse qui le motive à se révolter contre son clan. En refusant de se conformer aux traditions et à l'autorité, en écoutant leur cœur et en étant prêts à mettre leur vie en jeu pour défendre leurs valeurs, ils représentent un idéal pour Kobayashi. Des héros purs comparés à leurs alter-ego plus nuancés, plus fragiles et donc plus réels de la Seconde Guerre mondiale, tels que le Kaji de la condition humaine.
Si la guerre et la question de l'humanité face au système est au cœur des préoccupations et de l'œuvre de Kobayashi, le cinéaste a également une facette plus spirituelle. Bien qu'il ne se réclame d'aucune religion, il développa durant ses années d'études un intérêt marqué pour les arts bouddhiques sous l'influence d'un de ses professeurs, le poète Aizu. Ces touches spirituelles étaient déjà présentes ponctuellement dans ses œuvres liées à la guerre ou certains de ses premiers mélodrames. Mais il poussa particulièrement dans cette direction vers la fin de sa carrière. Kwaidan, un autre de ses films les plus célèbres, était un premier pas dans cette direction. Le long métrage se base sur des légendes orales japonaises autour de la figure du fantôme, qui furent popularisées en partie par l'écrivain gréco-irlandais Lafcadio Hearn, lequel fut plus tard une source d'inspiration pour le poète Aizu, le mentor de Masaki Kobayashi. Divisé en 4 sketchs distincts, le film est avant tout l'occasion pour le réalisateur de créer des ambiances dérangeantes et de pousser au maximum ses idées visuelles. Encore aujourd'hui, Kwaidan est effectivement un choc esthétique dont de nombreux plans ne peuvent qu'imprimer la rétine du spectateur. Le film n'est pas pour autant exempt de messages, comme son 3e segment, dénonçant l'idéalisation des figures du passé. Mais pour l'essentiel, c'est un festin visuel et atmosphérique qui est proposé et concrétisé par Kobayashi, grâce à des décors quasi intégralement en studio et un perfectionnisme maniaque qui poussa sa production dans ses derniers retranchements financiers. Bien que le film fût reçu positivement dans les festivals et est aujourd'hui considéré comme une œuvre culte, ce facteur financier conduisit au renvoi du cinéaste de la Shoshiku et à une continuation de carrière en tant qu'indépendant difficile. En 1973, il réalisa Les Fossiles. Cette mini-série diffusée sur Fuji TV est basée sur une nouvelle de Yasushi Inoue. Kobayashi retravailla en 1975 ces 8 épisodes d'1 heure pour accoucher finalement d'un long métrage de 3h30, lui donnant satisfaction. On y suit un riche homme d'affaires durant un voyage en Europe qui apprend qu'il est atteint d'un cancer, ne lui laissant qu'un mois à vivre. Le film est une passionnante contemplation d'un homme sur le point de mourir. Kobayashi parvient à jouer sur la longue durée du métrage pour hypnotiser le spectateur, l'aspirer dans le récit et lui faire comprendre les atermoiements et les failles du personnage principal. C'est par le biais de l'art et de la spiritualité, et non pas la foi en une religion spécifique, que celui-ci finira par accepter l'inéluctable et parviendra à trouver une relative paix intérieure. Malgré des moyens limités, production télévisuelle oblige, Kobayashi fait bon usage de ses différents lieux de tournage français et parvient à composer des séquences remarquables, tout particulièrement lors des moments d'illumination du protagoniste. Un des projets pour lequel Kobayashi se passionna mais qu'il ne parvint jamais à concrétiser fut une autre adaptation d'une nouvelle de Yasushi Inoue, Tonko, centrée sur les célèbres fresques de Dunhuang, le développement du bouddhisme et la route de la soie dans la Chine de la dynastie Song. Pendant plus de 25 ans, le cinéaste tenta de monter le projet d'adaptation. Il fut à 2 doigts d'y arriver au milieu des années 1980, sous la houlette de la Dai, mais son intransigeance concernant la reconstitution historique et les lieux de tournage effraya le studio, qui le remplaça par un autre réalisateur. Le film fut finalement réalisé par Junya Sato en 1988 sous le titre de La Route de la Soie, une œuvre intéressante, ne serait-ce que pour son statut de coproduction sino-japonaise, mais qui ne peut qu'interroger sur ce qu'en aurait fait Kobayashi s'il avait pu mener le projet à terme. Kobayashi eut tout de même l'opportunité de rendre hommage à son mentor en supervisant un documentaire intitulé The World of Aizu-Yachi, The Buddhas of Nara, dans lequel Tatsuya Nakadai interprète le célèbre poète. Masaki Kobayashi décéda 9 jours avant sa diffusion, le 4 octobre 1996. Tout au long de sa carrière, Masaki Kobayashi n'aura eu de cesse de dénoncer les conséquences de la guerre et toutes les formes de systèmes qui conduisent à la déshumanisation des individus. Son obstination a donné naissance à certains des films les plus puissants que le cinéma japonais a produits et l'a consacré comme un des cinéastes majeurs du panthéon mondial. De par son ampleur et le sérieux des thèmes abordés, sa filmographie peut paraître intimidante.
Sa découverte pleine et entière est rendue encore plus difficile par la difficulté à visionner les œuvres qu'il a signées en dehors de sa période phare. Mais l'effort en vaut assurément la peine, et cette célébration d'une humanité généreuse et pleine d'empathie devant affronter des systèmes oppressifs ne vous laissera pas indifférent.